Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va parler d'une saga qui divise. Une saga pleine de zombies, de monstres, d'action, de jolies filles et de pas grand chose d'autre en fait. Bref, aujourd'hui on revient sur la saga Resident Evil. Resident Evil est un jeu vidéo développé par Capcom et sorti en 1996 sur PlayStation. De par ses nombreuses qualités, notamment sa mise en scène tout droit inspirée des grands classiques du cinéma d'horreur, il devient très vite un succès et est considéré comme le jeu ayant donné ses lettres de noblesse au genre du survival horror. Les jeux qui font peur. Conçu comme un hommage au cinéma de George Romero et assumant pleinement son côté série Z avec ses dialogues tout pourris et ses cinématiques tournées en live action avec des acteurs tous moins crédibles les uns que les autres, Resident Evil prend place aux abords de la ville fictive de Raccoon City. Raton Laverville pour les francophones. Nous suivons donc l'équipe d'intervention des Stars au sein d'un vieux manoir, lequel est rempli de zombies et de toutes sortes de monstres allant du chien zombie à l'araignée zombie en passant par les requins zombies, les corbeaux zombies, le serpent géant zombie et les guêpes. Assurément les pires de tous. Les Stars apprennent vite que tout ce bordel est dû à un virus, le virus T créé par la maléfique société Umbrella Corporation. Bref, le jeu est un succès, il y a plein de suites qui sortent, il y a aussi des mangas, des comics et des romans, mais il y a pas de film. Du coup chez Capcom on se dit merde, y a pas de film. En 1998, George Romero est approché pour écrire et mettre en scène le film. Juste retour des choses pour celui dont la filmographie fut la principale source d'inspiration de Capcom lors du développement du jeu. Son scénario, fidèle au jeu et facilement trouvable sur le net, est néanmoins rejeté et Romero est débarqué du projet. En 2000, c'est le Britannique Paul W.S. Anderson qui se trouve attaché au projet. Un homme à qui l'on donne notamment Mortal Kombat, autre adaptation de jeu vidéo, Event Horizon, un film de SF horrifique avec Sam Neill plutôt pas mal, Soldier, autre film de SF avec Kurt Russell se déroulant dans l'univers de Blade Runner, et aussi Les Trois Mousquetaires 3D qui étaient vraiment à chier. Globalement des films plutôt dans une veine geek, mais pas forcément des bons films. Le bonhomme n'est pas dénué d'un certain sens de l'efficacité, comme le prouvent les divertissants Death Race et Alien vs Predator, mais dans l'ensemble il faut avouer que ça reste assez médiocre. Bref, Anderson, fan autoproclamé de la saga de Capcom, écrit donc un scénario se posant comme un préquel du jeu vidéo, censé expliquer la manière dont le virus T a échappé au contrôle d'Umbrella. Une approche plutôt maligne, dans le sens où Anderson souhaitait surprendre les fans du jeu et ne pas leur raconter une histoire qu'ils connaissaient déjà. En hommage à Alien et Terminator, Anderson souhaitait également faire du personnage principal une femme, chose assez rare à l'époque en ce qui concerne les films d'action. Sarah Michelle Gellar et Gwyneth Paltrow sont approchés, mais c'est finalement Mila Jovovich qui hérite du rôle d'Alice, le personnage emblématique de la saga. Disposant d'un budget serré de 30 millions de $, le tournage de Resident Evil débute en mars 2001 en Allemagne, le film étant une production européenne. Les conditions de tournage assez difficiles s'avèrent éprouvantes pour le casting, composé de Michelle Rodriguez, James Purefoy et Eric Mabius aux côtés de Mila Jovovich. Le film sort finalement un an plus tard, le 12 mars 2002 aux États-Unis, et parvient à rapidement rembourser son budget, récoltant plus de 100 millions de $ au box-office mondial. Un succès commercial donc. Le film démarre alors qu'Alice, interprétée par Mila Jovovich, se réveille amnésique dans un manoir mystérieux au beau milieu d'une forêt morbide. C'est alors que surgit Matt qui se prétend policier. Elle n'a pas le temps de dire ouf qu'une escouade débarque à son tour avant de l'embarquer dans le Hive, un laboratoire secret d'Umbrella Corporation situé sur Raccoon City et dont le manoir cache une entrée dont Alice est censée être la gardienne. Une entrée située d'ailleurs derrière un miroir. Alice passe donc de l'autre côté du miroir ? On apprend vite que l'escouade est ici pour reprendre le contrôle du labo, dont tous les occupants ont été tués par la Reine Rouge, l'intelligence artificielle gérant toute l'infrastructure. Alice va donc affronter la Reine Rouge ? Une fois arrivé sur les lieux et après avoir fait la rencontre de Spence, lui aussi amnésique, l'équipe se sépare. Après la séquence culte du film qui voit plusieurs membres de l'escouade tués par un méga laser of the death, les personnages désactivent la Reine Rouge. On notera d'ailleurs que la Reine Rouge aime couper des têtes. Et c'est à ce moment que l'enfer se déchaîne, car tous les scientifiques morts se sont transformés en zombies. La Reine Rouge apprend alors à nos personnages principaux que cette situation est due au virus T, un virus capable de ramener les morts à la vie. Les personnages encore en vie vont donc devoir trouver un moyen de quitter le Hive au plus vite, avant qu'il ne soit définitivement verrouillé. Que vaut donc le film ? Eh bah c'est clairement pas le meilleur film du monde, mais c'est pas mal. Je veux dire, c'est vrai, il y a franchement rien d'exceptionnel, c'est du vu et revu. Anderson recycle Aliens, les films de Romero, Matrix et même 2001 l'Odyssée de l'espace, sans jamais vraiment chercher de cohérence globale, comme s'il se contentait simplement de piocher les idées cool qu'il a vues ici et là. Mais ça de manière générale, c'est un peu le problème d'Anderson. Bref, le film n'a pas de personnalité propre et ne propose rien de vraiment mémorable ou unique. Mais mine de rien, il fait plutôt bien le travail à défaut de véritables coups d'éclat. Le scénario est assez bien construit, nous propose quelques personnages attachants et réserve quelques twists assez sympas basés sur l'amnésie d'Alice et de Spence, qui fait qu'on ne connaît pas vraiment ces deux personnages avant qu'ils ne retrouvent enfin la mémoire. Serait-ce l'un d'eux qui a libéré le virus ? C'est quelque chose d'assez simple donc, mais qui fonctionne plutôt bien. Ça montre qu'il y a quand même un minimum d'ambition narrative de la part d'Anderson, plutôt que de simplement filmer des personnages qui tirent sur des zombies. Chose qui ne sera pas toujours le cas dans la saga, comme on le verra plus tard.
La direction artistique est plutôt réussie, les décors sont beaux et certains rappellent beaucoup le premier jeu, notamment le manoir au début du film, et le côté scientifique du film se veut plutôt réaliste et ne tombe pas dans le piège facile de la science-fiction what the fuck. Ça aussi ce sera pas toujours le cas dans la saga, mais on le verra plus tard également. En ce qui concerne les différentes créatures, c'est plutôt moyen, avec les zombies en première ligne dont le maquillage n'a rien de vraiment impressionnant. Moi qui suis assez fan de Walking Dead, ça m'a carrément choqué de voir des zombies aussi clean. Et oui, je sais que ce sont des zombies tout neufs infectés seulement quelques heures plus tôt, mais bon, n'empêche qu'ils ont absolument rien de mémorable. Bref, je ne valide pas les zombies. Les chiens zombies quant à eux sont plutôt ressemblants à leur représentation vidéoludique, tout comme cette séquence où l'un d'entre eux saute à travers une vitre et qui constitue un bel hommage au jeu original. En ce qui concerne la dernière créature, le liqueur, on sent clairement les limitations budgétaires. Autant un plan serré sur l'animatronique ça passe, autant tous les plans où on passe à la version CGI sont vraiment pas top. Parlons maintenant de ce qui aura fait rager les joueurs, à savoir la fidélité aux jeux vidéo. Alors comme on l'a vu, Resident Evil le film n'est pas une adaptation en mode copier-coller. On ne suit absolument pas l'histoire du premier jeu, mais les événements qui ont mené à cette histoire. De manière approximative certes, mais voilà l'intention. Et ça a gêné les joueurs. Maintenant, regardons un peu ce qu'il y a de Resident Evil dans ce film. Pour commencer, Umbrella Corp. Comme dans les jeux, la multinationale est omniprésente et c'est bien elle qui représente le mal absolu, étant à l'origine du fameux virus T. Les lieux où le film prend place sont également tout droit sortis des jeux, Raccoon City, le manoir, le laboratoire souterrain, tout ça fait partie intégrante de l'univers de Resident Evil. Sans oublier les créatures, les zombies, les chiens zombies et le liqueur sont tous des représentations plus ou moins fidèles de leurs homologues vidéoludiques. Et niveau mise en scène, Anderson s'est amusé à intégrer beaucoup de plans fixes rappelant ceux des premiers jeux Resident Evil. Bref, mine de rien, le film s'intègre plutôt bien à l'univers Resident Evil. Ce qui pose problème principalement, c'est l'atmosphère du film plutôt orientée action, là où le jeu Resident Evil valait surtout pour son atmosphère angoissante. Il y a bien quelques tentatives de nous faire frissonner, comme la séquence du début dans l'ascenseur qui joue sur la claustrophobie, mais sur le principe, c'est plus digne d'un Destination Finale que de Resident Evil. Bref, de par sa mise en scène plutôt mollassonne, Resident Evil le film ne fait pas peur, et voilà son plus gros défaut. Et c'est quand même assez étonnant de la part du mec qui a réalisé Event Horizon. C'était certes pas un chef-d'œuvre, mais sa mise en scène parvenait sans mal à distiller une angoisse latente, ce qui n'est pas le cas ici. Et on déplorera également l'absence quasi totale de séquences réellement gore. Je suis pas spécialement pour le gore gratuit genre torture porn, mais bon, c'est quand même Resident Evil. Ici même quand on coupe une tête, c'est tout propre. Sans déconner, c'est une question de réalisme là. Malgré ses défauts, le film possède un certain charme et quelques qualités qui le rendent agréable à suivre, à commencer par les personnages qui sont assez attachants. Alice par exemple, interprétée de façon solide par Milla Jovovich, démarre le film comme un personnage vulnérable, mais elle se renforce au fur et à mesure que le film avance et que ses souvenirs lui reviennent, ce qui a pour effet de rendre le personnage humain et attachant. Quant au scénario, bourré de références à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, il est plutôt bien construit et ménage son suspense. En ce qui concerne la BO, composée par Marco Beltrami et Marilyn Manson suite au désistement de Clint Mansell, elle alterne entre la cacophonie pure et dure et un thème principal franchement réussi. Et les références au jeu ont beau être rares, elles sont bel et bien présentes sans pour autant faire sombrer le film dans le pur fanservice. Bref, ce premier Resident Evil est un petit film d'action sympathique, série B sans prétention qui ne demande qu'à divertir sans prendre le spectateur pour un con. Retenez bien cette phrase. Et le film aura également eu le mérite d'avoir grandement participé au retour des zombies dans la pop culture, et ça c'est cool. Bref, à la fin du film, Alice et Matt, les derniers survivants, sont séparés alors que Matt commence à muter après s'être fait griffer par le liqueur. Les scientifiques d'Umbrella apparaissent et décident alors de le mettre dans le programme Nemesis. Les fans du jeu auront compris la référence. Alice se réveille donc quelques jours plus tard, seule après avoir servi de cobaye sur on ne sait quelle expérience d'Umbrella. Elle découvre alors que le virus T s'est propagé en dehors du Hive, ce qu'un long et dantesque travelling arrière dévoilant Raccoon City en proie au chaos viendra confirmer. On trouve ici une des marques de fabrique de la saga, à savoir une fin en forme de cliffhanger badass qui laisse présager une suite plus ambitieuse. Suite au succès commercial de Resident Evil, il fut rapidement question d'une suite, chose qu'Anderson avait probablement en tête quand il écrivait le premier film, étant donné sa fin très ouverte. Anderson commença donc très rapidement à plancher sur le script de ce second opus titré Resident Evil Nemesis. Il avait alors en tête un concept simple mais efficace, faire se rencontrer les personnages du premier film avec ceux des jeux. C'est donc le troisième opus vidéoludique, également sous-titré Nemesis, qui servit de base à son scénario. Néanmoins, Anderson dut renoncer à le mettre en scène, étant donné que la Fox venait de l'engager pour écrire et réaliser Alien vs Predator. C'est donc Alexander Witt, réalisateur de seconde équipe habitué des scènes d'action et réputé à Hollywood, qui fut engagé pour le remplacer. Anderson réécrivit donc le script en conséquence, sachant que Witt n'était pas familier des jeux, pour intégrer plus de détails concernant la représentation des personnages et le déroulement de certaines scènes d'action. Le but étant de proposer une représentation fidèle de certains éléments iconiques des jeux vidéo. Si le retour de Milla Jovovich dans le rôle d'Alice était acté, étant donné que Nemesis serait une suite directe du premier film, elle combattrait cette fois-ci aux côtés de Natasha Henstridge, connue pour son rôle de la mutante et qui allait incarner Jill Valentine, personnage bien connu des joueurs. Henstridge quitta néanmoins le projet avant le tournage et fut remplacée par Sienna Guillory, qui eut à cœur de proposer une interprétation fidèle au personnage, notamment en étudiant ses mouvements dans le jeu vidéo. L'autre personnage à faire son apparition serait Carlos Oliveira, incarné par l'acteur israélien Oded Fehr.
qui pour le coup n'est pas vraiment fidèle à son équivalent de Pixel, mais bref, passons. Suite à l'échec au box-office de Star Trek Nemesis, le titre de ce second volet changea pour Apocalypse, et le tournage débuta en août 2003 à Toronto, qui servit de décor pour la représentation de Raccoon City. Profitant d'un budget revu à la hausse par rapport au premier opus, c'est toute une logistique complexe qui fut mise en place pour permettre la mise en scène des ambitieuses scènes d'action du film. L'hôtel de ville de Toronto fut d'ailleurs le théâtre du climax, ce qui impliqua d'en modifier légèrement l'aspect pour coller au mieux au scénario. Le film sortit le 10 septembre 2004 et constitua un nouveau succès commercial, remboursant la moitié de son budget dès son premier week-end. Il finira sa course à près de 130 millions de dollars pour un budget de 45 millions. Apocalypse est-il pour autant meilleur que son grand frère? C'est ce qu'on va voir. Le film débute alors que les scientifiques d'Umbrella décident d'ouvrir la porte du Hive. Oh les cons! Ils se font bien sûr accueillir comme il se doit par les habitants locaux et le virus commence donc à se propager à travers la ville qui sera bien vite mise en quarantaine par Umbrella. C'est donc dans ce contexte qu'Alice se réveille comme on l'a vu à la fin du précédent film. Elle découvre peu à peu qu'Umbrella a effectué des expériences bizarres sur elle et qu'elle est infectée par le virus T qui lui donne une force surhumaine sans pour autant la transformer en zombie ou en quelconque autre truc dégueulasse. Alice fait ensuite la connaissance de Jill Valentine, son coéquipier Peyton et une journaliste inutile qui ne sert à rien. Ce qui est d'ailleurs un pléonasme. Toute la petite bande fait donc équipe pour survivre et tombe bien vite sur le Nemesis, une créature pilotée par Umbrella pour répandre le chaos et la mort. Des petits rigolos chez Umbrella, hein. Notre bande de survivants reçoit bientôt un appel du Dr Ashford, un scientifique d'Umbrella incarné par Jared Harris, qui leur offre un moyen de quitter la ville avant qu'elle ne soit détruite par une ogive nucléaire pour contrer l'infection. C'est vraiment des petits canailloux chez Umbrella. Pour ce faire, ils vont devoir partir à la recherche de sa fille Angie, qui n'a malheureusement pas pu être évacuée à temps. Ils y parviennent après moult péripéties et sont rejoints par Carlos Oliveira, un gentil mercenaire d'Umbrella, et par LJ, un autre personnage inutile qui n'est là que pour apporter un brin d'humour au film. De manière subtile, cela va sans dire. Le personnage est de toute façon incarné par Mike Epps, acteur de stand-up américain. Donc c'est normal. Nos personnages apprennent alors que le père d'Angie n'est autre que le créateur du virus T, qu'il a créé dans le but de permettre à sa fille de marcher, elle qui souffrait de la même maladie que son père. Et retenez bien cet élément. Des injections du virus T ainsi que de son antidote sont donc administrées quotidiennement à Angie pour qu'elle puisse profiter des effets positifs du virus sans pour autant subir de mutations. Bref, au bout d'un moment ça part en couille, Kane, le méchant du film incarné par Thomas Kretschmann, décide d'être méchant et d'intervenir pour empêcher les gentils de quitter la ville, organise un combat entre Alice et le Nemesis pour voir qui est le plus fort, tue Ashford et lance l'ordre de bombarder la ville, ce à quoi nos héros échappent juste à temps. Bref, c'est... pas ouf. Il y a tout un monde entre le premier et le deuxième film en fait. Déjà, on passe d'une sorte de thriller claustrophobique avec quelques éléments de film d'horreur et de SF à un pur film d'action bourrin. Forcément, le cadre est plus ouvert, on peut se permettre d'étendre le concept et donc d'être plus ambitieux. Mais là, ça fait quand même beaucoup. La première demi-heure du film est dédiée à Jill Valentine, très bien interprétée par Sienna Guillory, clairement habitée par son rôle. Ce film narratif est plutôt bien géré, axé sur le suspense avec une séquence dans une église assez réussie, bien morbide et digne des jeux. Et puis ça part en couille. What the fuck is going on? Voilà le gros problème du film. Le précédent flirtait déjà parfois un peu avec le too much, comme dans cette séquence par exemple. Mais voilà, c'était bref, je pardonne. Là, presque tout le film est bourré de ces séquences tellement grosses qu'on n'y croit pas une seconde. Anderson, un gros geek qu'il est, se fait plaisir au risque de détruire ce qui rendait le premier film efficace, à savoir son ambiance et ses personnages relativement terre à terre. Alice par exemple est aux antipodes de ce qu'elle était dans le premier film, inexpressive, bourrine, balançant des punchlines à tout va. Même Michelle Rodriguez était pas aussi caricaturale dans le premier film. Bref, avec tout ça, on perd un peu de cohérence au niveau du ton. Ce qui va venir faire le lien avec le précédent film, ce sera le Nemesis. Comme on le rappelle, à la fin du premier film, Matt est emmené par les scientifiques d'Umbrella qui décident de le mettre dans le programme Nemesis. Le pauvre Matt est donc devenu cette créature difforme, esclave d'Umbrella, triste fin pour cet activiste écolo qui souhaitait mettre fin aux agissements de la multinationale. Dans l'idée, et point de vue narration, je trouve ça bien géré et plutôt tragique. Et dans les faits, ça reste pas mal, et c'est un des rares moments de la saga où on a droit à un peu d'émotion. Quant au Nemesis, je le trouve assez réussi point de vue maquillage et son design est identique à celui des jeux. Sans oublier son thème musical signé Jeff Dana, plutôt bon également et qui participe à rendre le gaillard encore plus impressionnant. On pourra également souligner le léger ralenti accompagnant ses mouvements et faisant émaner de lui une certaine puissance. En ce qui concerne le reste du bestiaire, les zombies sont relativement anecdotiques et très souvent filmés de manière saccadée, ce qui est pas franchement agréable à l'œil, les liqueurs en CGI sont plus réussis que dans le premier film, et les chiens zombies sont pas mal.
Concernant la mise en scène, rien d'extraordinaire. Pour sa première réalisation, Wheat fait son travail de faiseur sans véritable coup d'éclat, se contentant de remplir son cahier des charges. Jovovich avouera d'ailleurs plus tard ne pas avoir apprécié son travail, regrettant son manque d'expérience et son incapacité à trouver le ton juste pour le film. Bref, Apocalypse part un peu dans tous les sens. C'est pas un gros nanar, ça reste un divertissement sympa qui se laisse regarder, mais les défauts sont vraiment gênants, surtout ce côté too much et l'évolution d'Alice qui se transforme en un personnage monolithique auquel on n'a aucune envie de s'attacher. La plus grosse qualité du film au final, c'est Sienna Guillory, qui, comme je l'ai dit plus tôt, incarne Jill Valentine à la perfection. Si tout le film avait été centré sur elle, on aurait certainement eu droit à quelque chose de plus intéressant. Bref, le film a également le mérite d'élargir un peu plus la mythologie Resident Evil en nous dévoilant qui a créé le virus T. Ashford donc, pour soigner sa fille. Retenez-le bien. À la fin du film, un nouveau personnage nous est présenté, le Dr Isaacs incarné par Ian Glenn. À la base, il devait s'agir du Dr Birkin, bien connu des joueurs, et qui apparaissait déjà à la fin du premier film sous forme de caméo. Il était alors incarné par l'acteur Jason Isaacs, sauf qu'Isaacs ne put rempiler à cause d'un calendrier trop chargé. Anderson changea donc le nom du personnage de Birkin à Isaacs, en hommage à l'acteur dont il est un ami proche. Bref, à la fin du film donc, Alice se réveille après avoir de nouveau servi de cobaye aux expériences d'Umbrella supervisées par Isaacs. Elle parvient à s'échapper et dispose désormais de capacités physiques et psychiques hors du commun, elle arrive par exemple à contrôler la télé rien qu'à travers sa pensée. Diantre, voilà qui est bien pratique. Elle est évacuée par ses amis Jill, Carlos, LJ et NJ alors que le Dr Isaacs lance le programme Alice, nous faisant comprendre qu'Alice est désormais sous le contrôle d'Umbrella. Ce qui annonce bien sûr une suite. Anderson se mit donc à l'écriture du troisième volet très rapidement après la sortie d'Apocalypse. Il dut cependant une nouvelle fois renoncer à le mettre en scène, s'étant cette fois-ci engagé sur Death Race pour Universal. C'est donc un réalisateur autrement plus expérimenté qu'Alexander Wheat qui fut choisi pour le remplacer, à savoir Russell Mulcahy, réalisateur d'Highlander. Le script d'Anderson, sous-titré Afterlife, prendrait place 5 ans après Apocalypse, alors que le virus T a échappé à tout contrôle et s'est répandu dans le monde entier, ne laissant que peu de survivants sur une terre en ruine. Parmi les personnages, on allait retrouver Jill, Carlos, LJ, le Dr Isaacs en tant qu'antagoniste principal, et bien sûr Alice. Sauf que Sienna Guillory s'étant engagée sur Eragon, le personnage de Jill fut remplacé par un autre personnage féminin issu des jeux, à savoir Claire Redfield, incarnée à l'écran par Ali Larter, principalement connue pour son rôle dans Destination Finale 1 et 2. Une nouvelle fois, cet épisode allait proposer un cadre différent des précédents, en faisant se dérouler son action principalement en plein jour, dans des étendues désertiques dignes de Mad Max 2. Disposant du même budget qu'Apocalypse, à savoir 45 millions de dollars, mais d'un scénario qui annonçait un film bien plus ambitieux d'un point de vue visuel, l'expérience de Mulcahy allait s'avérer être un précieux atout. Avant de partir en tournage, le titre changea une nouvelle fois, passant d'Afterlife à Extinction, cette fois-ci pour des raisons inconnues. Le tournage débuta donc à Mexicali en mai 2006, sous une chaleur étouffante qui rendit les conditions de tournage compliquées, mais qui facilita paradoxalement le travail des acteurs étant donné qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de faire d'efforts pour paraître épuisés. Les conditions de tournage furent tellement extrêmes que lorsque le tournage s'acheva en juillet 2006, Russell Mulcahy était complètement épuisé et malade, laissant Anderson gérer la post-production. Le film sortit finalement en septembre 2007 aux États-Unis et le box-office joua une nouvelle fois en sa faveur, récoltant près de 150 millions de dollars dans le monde. Un nouveau succès donc qui montre bien que malgré bon nombre de détracteurs, la saga compte également pas mal de fidèles. Le film prend donc place 5 ans après Apocalypse, alors que le virus T s'est propagé dans le monde entier. Alice erre désormais seule à travers le désert du Nevada. Modifiée par Umbrella à la fin du précédent film, elle possède désormais des pouvoirs qu'elle ne parvient pas à contrôler et fait de son mieux pour passer sous le radar d'Umbrella. Du côté d'Umbrella, donc, le Dr Isaacs procède à des expérimentations sur des clones d'Alice dans le but de trouver un antidote à la contamination. En effet, Alice n'ayant jamais subi quelconque mutation une fois infectée par le virus T, il semble que son métabolisme soit la clé pour mettre au point un sérum qui mettrait fin à tout ce bordel. Mais y avait pas déjà un antidote au virus T dans les films précédents ? Ta gueule. Ok. On fait ensuite la connaissance du convoi dirigé par Claire Redfield dans lequel on retrouve Carlos et LJ. Et alors que le groupe se fait attaquer par des corbeaux zombies, Alice débarque et décide de prendre les choses en main. Suite à cette petite démonstration pyrotechnique, le convoi décide de partir pour Arcadia en Alaska, qui, d'après un journal trouvé par Alice, semble être un havre de paix protégé de l'infection. Il se lance donc sur la route, sans se douter qu'Isaacs les surveille, prêt à tout pour récupérer son projet Alice original. Eh ben, c'est pas mal du tout. Resident Evil Extinction est selon moi le meilleur de la saga, et il le doit à plusieurs choses. Déjà, son réalisateur. Comme je l'ai dit précédemment, Russell Mulcahy est un réalisateur qui a de la bouteille, et ça se ressent. Esthétiquement, le film est vraiment beau, et il restera comme l'épisode le mieux mis en scène de la saga, proposant à la fois des mouvements de caméra léchés sans forcément tomber dans le tape à l'œil, et des séquences d'action brutales et intenses, mais qui restent parfaitement lisibles. Bref, de ce point de vue-là, ça sent la maîtrise, contrairement à Apocalypse qui souffrait du manque d'expérience d'Alexander Wheat. On pourrait également parler des décors qui donnent au film un ton vraiment particulier, tranchant radicalement avec la saga et les films de zombies en général. Sans
Sans compter le fait que tout se passe en plein jour, ce qui est également assez original pour ce genre de film. Niveau scénario, c'est bien sûr assez léger, le film valant surtout pour ses multiples morceaux de bravoure. Néanmoins, il s'avère plus subtil que le deuxième opus en ce qui concerne le traitement des personnages, avec Alice en tête qui, malgré ses nouveaux pouvoirs, paraît infiniment plus humaine que dans Apocalypse. Et sa relation avec Carlos est plutôt bien développée, permettant d'approfondir les deux personnages. Même constat concernant LJ, toujours joué par Mike Epps, qui nous offre une interprétation plus riche que dans Apocalypse où il se contentait d'enchaîner les bouffonneries. Concernant Ali Larter en Claire Redfield, elle ne propose rien de bien mémorable, et on regrettera que Sienna Guillory n'ait pas pu reprendre le rôle de Jill à la place. Sienna. C'est dans Resident Evil Extinction qu'apparaît pour la première fois Albert Wesker, qui est en quelque sorte le bad guy ultime de Resident Evil le jeu. Il est interprété par Jason O'Mara et présenté comme le PDG d'Umbrella. Son rôle dans le film est plutôt anecdotique, mais il permet néanmoins de créer un nouveau lien avec l'univers des jeux vidéo, dont cet opus cinématographique a pris le parti de s'éloigner grandement, préférant développer un univers alternatif. Même s'il le fait de façon assez maladroite. On l'aura compris, le scénario n'est pas vraiment le point fort de la saga, mais là on en est quand même au troisième opus qui était annoncé à l'époque comme étant le dernier. Rien de plus qu'un coup marketing évidemment. Le truc, c'est qu'au bout de 3 films, on en vient à se demander quel est le but de toute cette histoire et où est-ce qu'elle veut nous emmener, Anderson se souciant plus des scènes d'action que de l'histoire globale qu'il cherche à raconter. Si tant est qu'il cherche à en raconter une. Extinction commence également à souffrir du fameux syndrome des plot holes, les fameux trous dans la narration, en témoigne ainsi l'absence inexpliquée d'Engie, pourtant bien présente à la fin d'Apocalypse. Est-elle morte? A-t-elle été recueillie par un autre groupe? On ne le saura jamais, à moins de lire la novélisation qui donne la réponse à cette question. Chose que tout le monde ne fera pas, donc c'est un peu con. Même constat concernant Jill. Alors ok, l'actrice n'était pas dispo, mais compte tenu de son importance au sein du précédent film, ils auraient au moins pu donner une explication quant au pourquoi de son absence. Bref, au final, c'est surtout pour le spectacle qu'on regarde Extinction. Et autant dire qu'entre la redoutablement efficace séquence des corbeaux, hommage aux oiseaux d'Hitchcock, et l'intense combat contre des super zombies dans un Las Vegas ensablé, le film nous en donne pour notre argent. Sans compter que cette fois-ci, les zombies sont enfin dignes d'être appelés zombies, les maquillages des créatures étant franchement réussis. En parlant de créatures, après le super liqueur de Resident Evil 1 et le Némésis d'Apocalypse, c'est désormais au tyran de faire son apparition dans la saga. Loin d'être aussi effrayant que dans le jeu, il est néanmoins réussi point de vue maquillage. Ah tiens d'ailleurs, le maquillage. Je veux pas dire, mais les personnages du film sont beaucoup trop clean. C'est vrai quoi, on est dans un univers post-apocalyptique, comment Alice et Claire peuvent être aussi bien coiffées et maquillées? C'est vraiment pas crédible et c'est dommage. Mais bon, au bout d'un moment on finit par arrêter de chipoter et on se contente d'apprécier le film pour ce qu'il est. Resident Evil Extinction est donc une série B plutôt solide qui, si elle ne révolutionne pas le cinéma, s'avère autrement plus convaincante qu'Apocalypse et mieux mise en scène que le premier volet. Offrant pas mal de séquences d'action ultra efficaces, le tout dans un cadre relativement inédit dans un genre assez balisé, le film se suit avec un certain plaisir, et ce même s'il véhicule une certaine frustration due au fameux plot holes que j'ai mentionné tout à l'heure. Bref, Resident Evil Extinction, c'est cool, regardez-le. Comme je l'ai dit précédemment, lors de sa sortie, Extinction était présenté comme le dernier de la saga, chose qui ne l'a pas empêché de se finir une nouvelle fois sur un cliffhanger. En effet, à la fin du film, Alice infiltre le complexe d'Umbrella dirigé par Isaacs et fait la connaissance de la Reine Blanche qui lui révèle que son sang est la clé pour synthétiser l'antidote au virus T. Elle lui explique ensuite qu'Isaacs a subi une mutation qui l'a transformé en tyran et qu'il a tué tout le monde au sein du complexe. Elle parvient à se débarrasser de lui à l'aide d'un de ses clones, puis elle annonce à Wesker qu'elle va bientôt lui rendre une petite visite et qu'elle sera accompagnée de quelques amis. Donc voilà, dire que ça c'est la fin de la saga, c'est clairement pas crédible. Mais avec le recul et en ayant vu les 3 films suivants, on pourra constater que quelque part, Extinction se pose bien comme une fin, celle de la première trilogie Resident Evil, bien différente de la seconde. En conclusion de cette première partie, on pourra dire que cette trilogie était inégale, mais tout de même plaisante. C'est paradoxal, je sais, mais le fait est que ces films sont fun. C'est simple, c'est pas prise de tête, et avec un bon réalisateur aux commandes, ça devient carrément très bien foutu. Bref, ok, niveau fidélité aux jeux vidéo, c'est pas toujours ça, mais franchement, on a vu pire. Regardez Silent Hill Revelations. Ça, c'est de la vraie trahison. Ce film est une merde. Et venez pas me dire que les scénarios des jeux Resident Evil étaient extraordinaires. Globalement, on était plus proche de la grosse série Z que du chef-d'œuvre fantastique, hein les gars. Tout ça pour dire que malgré des hauts et des bas, cette première trilogie ne démérite pas. Et quiconque apprécie un tant soit peu l'action, les monstres et la SF y trouvera son compte pour peu qu'il soit pas trop exigeant au niveau du scénar. Bref, après Extinction, il y a 3 autres films, et ça ce sera pour la partie 2. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve très bientôt pour la partie 2. Salut!